La Cour pénale internationale a décidé de la libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Cependant, des conditions très restrictives encadrent cette remise en liberté. Au Malawi, l'opposition se concerte pour gagner la prochaine élection présidentielle. 4 des principaux partis d'opposition ont annoncé ce vendredi une alliance. Le candidat commun sera dévoilé lundi. En RDC, le président Félix Tshisekedi a assisté ce vendredi à Kinshasa à une messe à la mémoire de son père Étienne. Cette figure historique, décédée à Bruxelles il y a 2 ans, jour pour jour. La nouvelle procureure sud-africaine a déploré lors d'une conférence de presse le fait que le peuple a perdu confiance en la justice alors que cette dernière est supposée le servir. Revenue aux affaires dans un état de droit en pleine crise, Chamila Batoyi s'engage à changer la donne. Elle a martelé que les jours des auteurs de crimes et responsables de la corruption qui agissent en toute impunité sont comptés. Ancienne procureure générale de la province du KwaZulu-Natal, Chamila Batoyi était détachée depuis 2009 au parquet de la Cour pénale internationale à La Haye. Elle a été nommée en décembre dernier par le président Cyril Ramaphosa. Son arrivée intervient en plein déballage des affaires qui ont éclaboussé l'ancien président Jacob Zuma. Depuis 2 semaines, les anciens dirigeants de l'entreprise Bosasa défilent à la barre d'une commission d'enquête pour révéler comment ils ont acheté à grand renfort de valises de billets les faveurs du président Zuma, de certains de ses ministres, de magistrats et de policiers. La procureure a dit avoir obtenu l'assurance du président qu'il n'y aurait pas d'interférence politique dans le travail du parquet. C'est seulement dans la nuit de vendredi que la Chambre d'appel a rendu public son verdict écrit. Il s'agit d'un texte de 30 pages qui liste l'ensemble des restrictions de la libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. La décision de la Cour d'appel a été prise à l'unanimité des 5 juges de la Chambre qui ont fixé comme première condition à cette libération qu'un État veuille bien les accueillir. First, the oral decision of the trial chamber 1. Tout d'abord, la décision orale de la Chambre de première instance, conformément à l'article 813 C1 de la loi du 16 janvier 2019, est modifiée en ajoutant un ensemble de conditions à la libération. Les conditions énoncées dans l'arrêt écrit sont imposées à M. Gbagbo et M. Blé Goudé dès leur remise à un État disposé à les accepter sur son territoire et disposé et capable de les faire respecter. Willing to accept them on its territory and willing and able to enforce the conditions. La Chambre d'appel estime d'ailleurs qu'il y a un risque de fuite des acquittés. À ce titre, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devront pointer une fois par semaine auprès des autorités de leur pays de résidence. Ils ne pourront se déplacer qu'au sein de la municipalité des pays hôtes. Si déplacement à l'étranger il devait y avoir, ils doivent donc demander une autorisation préalable à la CPI. L'ex-président ivoirien et l'ancien ministre ont été acquittés le 15 janvier de crimes contre l'humanité commis lors des violences post-électorales de 2010 à 2011. Autre point important, les 2 hommes ont l'interdiction d'interagir avec des témoins du procès. Interdiction aussi de s'exprimer sur cette affaire auprès de la presse. La Chambre d'appel a donc tranché en faveur d'une liberté très restrictive. Les mesures imposées par la Chambre d'appel sont une quasi-assignation à résidence. Le texte ajoute d'ailleurs qu'en cas de non-respect de ces décisions, la Chambre d'appel se donne le droit de réviser ses conditions de libération à sa propre initiative ou sur celle d'une des parties prenantes. À noter que la Cour pourrait réaménager les conditions de cette remise en liberté tous les 6 mois.
Laurent Gbagbo est maintenant libre. Cette liberté est la liberté de l'Afrique. Les gens de Côte d'Ivoire aiment Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens aiment Charles Blé Goudé. Ils veulent qu'il soit libre pour la réconciliation. Ils veulent qu'il soit libre pour la liberté en Afrique, pour la liberté en Côte d'Ivoire. C'est fini. C'est fini. Parmi ces mouvements figurent ceux de l'actuel vice-président Solas Chilima et de l'ancienne présidente Joyce Banda qui avaient annoncé séparément leur candidature. Un soutien se fait jour en faveur d'un front uni de tous les Malawites mécontents du triste état actuel des affaires de ce pays, ont indiqué les partenaires. Le nom de leur candidat commun sera annoncé lundi prochain. La principale formation d'opposition, le Parti du Congrès du Malawi, MCP, ne fait pas partie de cette alliance qui a déjà choisi son chef, Lazarus Chakwera, pour briguer la présidence. Depuis des mois, le mécontentement populaire gronde contre Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014. Sa popularité a été écornée par un scandale de pots de vin, les pénuries de nourriture et les coupures d'électricité. En avril 2018, des milliers de personnes avaient envahi les rues de plusieurs villes du Malawi pour dénoncer la corruption jugée insupportable dans un pays dont, selon la Banque mondiale, 9 des 18 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté. La colère monte également sur les réseaux sociaux. Jusque-là, les anciens ministres disposaient d'une indemnité de sortie égale à 6 mois de traitement. Les 2 décrets ont été publiés au journal officiel de la République démocratique du Congo le 15 décembre 2018, soit 2 semaines avant les élections générales qui ont conduit à la première passation de pouvoir pacifique. Ces décrets sont scandaleux et immoraux. Ils doivent donc être annulés par les nouvelles autorités parce que ces ministres se sont octroyés des avantages indus, a déclaré Georges Kapiamba, président de l'association pour l'accès à la justice. Selon les décrets incriminés, il est reconnu aux anciens premiers ministres, à charge du trésor public, les avantages ci-après. Une indemnité mensuelle estimée à 30% des émoluments du premier ministre en fonction, une indemnité mensuelle de logement estimée à $5 000. Les anciens premiers ministres ont aussi droit à un véhicule neuf tous les 5 ans, un titre de voyage par an en business class sur le réseau international et des gardes du corps pour la durée de leur vie selon le décret. Les anciens membres du gouvernement ont aussi droit à une indemnité mensuelle estimée à 30% des émoluments de ceux en fonction, une indemnité mensuelle de logement et un titre de voyage par an en business class sur le réseau international. Ces avantages concernent les 47 ministres, 11 vice-ministres et 2 secrétaires généraux, ainsi que des personnalités exerçant les fonctions équivalentes au rang des membres du gouvernement au cabinet du président de la République et au cabinet du Premier ministre, a déclaré le Premier ministre Bruno Tibala. Le nouveau président congolais Félix Tshisekedi a assisté ce vendredi à Kinshasa à une messe à la mémoire de son père Étienne, décédé il y a 2 ans. La messe a été célébrée par Monseigneur Gérard Molumba, le frère du défunt, dont la dépouille se trouve toujours en Belgique, faute d'accord sur le rapatriement et les obsèques avec l'entourage de l'ex-président Joseph Kabila. Plusieurs centaines de personnes ont investi la cathédrale Notre-Dame, la plus grande église catholique de Kinshasa. Oui, c'est-à-dire tous les Congolais espèrent que, puisque M. Félix Étienne Tshisekedi est congolais et c'est sa terre natale, c'est tout à fait normal qu'on puisse l'enterrer ici dignement. Une fois que le gouvernement est installé, on va maintenant procéder aux normes du gouvernement à telle enseigne que les corps puissent quand même être répartis ici au pays. Félix Tshisekedi s'était engagé à organiser les obsèques de son père en République démocratique du Congo s'il devenait président de la République. Son vœu étant exaucé, le nouveau président n'a encore donné aucune indication sur la date d'éventuelles obsèques, 8 jours après la première passation de pouvoir dans l'histoire du pays.
Étienne Tshisekedi avait incarné dans les années 80 la résistance au maréchal Mobutu, dont il avait été un collaborateur dans les années 60. L'élection de son fils est contestée par un autre opposant, Martin Fayoulou, qui estime qu'elle est le résultat d'un marchandage avec l'ancien président Joseph Kabila. Par ailleurs, les proches de l'ancien président ont gardé une vaste majorité à l'Assemblée nationale. Les pourparlers de paix commencé il y a une semaine entre les 14 groupes armés opérant sur le territoire centrafricain et le gouvernement de la RCA piétine actuellement à Khartoum au Soudan. Selon les autorités centrafricaines présentes au Soudan, les négociations coincent sur les revendications des groupes armés, notamment sur l'épineuse question de l'admission et la formation d'un gouvernement d'union nationale. Hier jeudi, ces revendications n'avaient pas trouvé réponse côté au gouvernement, raison pour laquelle les groupes rebelles ont donné 48 aux autorités centrafricaines de se prononcer sur ces questions. Les négociations sont suspendues durant cette période. Selon un représentant du gouvernement à Khartoum, la question de l'admission est très délicate, car certains chefs rebelles sont sous les sanctions onusiennes ou cités par les ONG des droits de l'homme comme des seigneurs de guerre. Ainsi, les groupes armés menacent de quitter Khartoum si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Les représentants de l'Union africaine de l'ONU sont déterminés à poursuivre les discussions avec les deux parties dans le but d'aboutir à un accord de paix. Il faut noter que la Russie très discrète joue un grand rôle dans ces négociations. Depuis Khartoum, je suis Narcisse Soum pour Sika Télévision, la chaîne panafricaine. Le colloque international Monseigneur Isidore de Souza a pour thème « Religion, politique et développement ». Les travaux auront lieu du 1er au 3 février. Organisé par l'École d'initiation théologique et pastorale avec l'appui d'un comité scientifique composé de professeurs titulaires des universités, de religieux, de scientifiques, d'analystes politiques et multidisciplinaires constitués à cet effet, ce colloque a pour objectif global de présenter le défi du témoignage de la foi dans le monde actuel et promouvoir une culture de vie citoyenne engagée. Le tout à partir de la mémoire de la vie des œuvres de Monseigneur Isidore de Souza. La fécondité manifeste de la vie et du ministère de Monseigneur Isidore de Souza, mon illustre prédécesseur sur le siège métropolitain de Cotonou, est essentiellement due à sa vie de foi, à son intimité profonde avec Dieu, dont il voyait l'image en chaque homme. C'est comme homme de foi, réellement attaché au Christ, qu'il a impacté l'histoire de notre pays et de notre Église. C'est dire qu'en vivant profondément notre foi chrétienne et en suivant la voie de notre conscience droite, nous pouvons transformer positivement l'histoire. Le colloque sera animé par les conférenciers et animateurs du Bénin, de la France, de la Côte d'Ivoire et du Congo. Il évalue aussi la pertinence et l'actualité de la pensée théologique, biblique, sociale, politique et spirituelle, ainsi que des projets sociaux de Monseigneur de Souza. Sa tenue coïncide avec le 20e anniversaire de son décès, le 13 mars 1999.